Asselineau est assez remarquable dans ce sens-là. Oui. Parce que le père Asselineau, évidemment, c'est un pur produit du système. C'est un énarque qui a travaillé dans les ministères et qui a une certaine compétence dans les domaines dans lesquels il a exercé. Simplement, il a trouvé une technique rhétorique très simple, c'est, avec assurance, raconter n'importe quoi. C'est un classique. Ça marche et pour c'est beaucoup très de gens. fort. Alors, il y a un exemple formidable. Par exemple, les exemples du père Asselineau. Oui. Alors évidemment, on me balance en permanence pour me prouver la vérité du souverainisme, une vidéoconférence endormante d'Asselineau. Donc ça devrait suffire pour prouver que l'Union européenne, c'est le mal incarné, que le Frexit, donc quitter l'Union européenne, c'est la solution extraordinaire à tous nos problèmes. C'est-à-dire tous nos problèmes disparaissent, il suffit de quitter l'Union européenne et abandonner l'euro, et ça y est, c'est le paradis sur Terre. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il va nous expliquer que l'Union européenne, c'est le 4e Reich. Donc, on a envahi de population halogène, donc c'est tout à fait la caractéristique du national-socialisme. C'était assez évident. Que c'est également une nouvelle Union soviétique. Je tiens à préciser que Thomas n'exagère en rien, hein. C'est vraiment ce qu'il dit. En fait, il a fait une vidéo récemment où il nous explique que la France universelle, tout le monde est français. L'Union européenne, c'est un empire nazi, si vous voulez. Il a dit que l'Union européenne est un projet racialiste. Voilà ce qu'a déclaré François Asselineau. Donc c'est assez fort. C'est aussi la nouvelle Union soviétique, bien qu'il lui reproche d'être libéral, et que lui est beaucoup plus communiste que les autres, puisqu'il reprend le programme du CNR de 1944, et on ne peut pas faire plus communiste que le programme du Conseil national de la résistance de 1944. Donc, mais c'est l'Union européenne qui est soviétique. C'est pas du tout son logiciel, c'est pas du tout l'éducation nationale complètement bouffée par les communistes et les trotskistes, c'est pas du tout la justice complètement communiste, etc. Non, non. L'Union européenne est communiste, la France ne l'est pas. En fait, l'État français est le dernier État communiste d'Europe, mais c'est l'Union européenne qui, étant libérale, est forcément communiste. Bon, en gros, tu penses que... j'ai toujours pensé à la même chose d'ailleurs, que Asselineau est une baudruche qui joue sur son côté prof. Ah non, mais un exemple. Comment il prouve que l'Union européenne est un projet nazi? C'est assez formidable. Alors effectivement, il y a un argument qui d'ailleurs il n'utilise rarement ou jamais, donc je vais lui donner, c'est qu'effectivement, il y a un truc qui a été inventé par les Allemands sous l'occupation, qui s'appelait le EWG, c'est-à-dire Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ce qui se traduit exactement par Communauté économique européenne. Oui, sauf que ça, c'est un concept qui a été défendu par Walter Funk et qui, évidemment, n'a jamais eu le moindre début du commencement d'existence. C'est-à-dire que c'était un argumentaire dialectique. Quand l'Allemagne a commencé à voir que la défaite s'approchait et que ça sentait mauvais, alors qu'elle avait été anti-européenne jusqu'en 42-43, elle se réveille subitement ultra-européenne. C'est formidable, l'Europe. On peut quand même faire du business. Hein. Non, mais pour eux, l'Europe, c'est devenu intéressant. Les Russes, en 1941-42, sont des sous-hommes. En 43, vive l'armée Vlasov et on a 1 million de soldats russes dans la Wehrmacht. Donc ça, c'est évidemment... Et les Français, c'est formidable. Vive la Charlemagne. Donc tout ça pour démontrer que le projet européen d'Hitler n'existe pas. Hitler était anti-européen, il a écrit d'ailleurs un texte contre la pan-Europe dans son second livre, où il a qualifié d'ailleurs Richard Koudenov-Kalergi, à qui on prête un projet de métissage universel, qui est en fait une mauvaise lecture d'un bouquin de 1926 qu'il avait écrit, il le traite de bâtard du monde entier. Donc c'est bien. Et que pour lui, l'Europe, ça s'appelle l'Allemagne, parce que l'Europe, de toute façon, prendra le nom de la puissance dominante du continent qui s'imposera. Donc il ne défend pas l'Europe du tout. Et certainement pas une Europe où tous les Européens sont égaux. Certainement pas. C'est une Europe il y avait un rêve d'empire. Allemande, germanique, où finalement il ne fait qu'appliquer, avec la différence, à part l'obsession antisémite d'Hitler, c'est le même programme que Guillaume II au niveau politique. C'est la même chose que Guillaume II. À peu de choses près. Donc l'Europe hitlérienne, c'est un concept de collaboration pour que les gens qui ne sont pas allemands aident les Allemands à gagner quand ça sent mauvais. Donc voilà. Mais plus simplement, il y a un bonhomme qui s'appelle Walter Hallstein. Alors ce Walter Hallstein, c'est le premier président de la Commission européenne en 1958. Et comme 2,5 millions de fonctionnaires allemands, entre 1933 et 1945, pour ne pas se retrouver au chômage, il a adhéré au parti totalitaire du pays, comme on le faisait en Union soviétique et ailleurs. Donc effectivement, Walter Hallstein est l'un des 2,5 millions d'adhérents de la NSDAP, ce qui évidemment en fait, selon M. Asselineau, une personne de premier plan. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a, malheureusement pour lui, a échappé à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au bout de 13 ans après, a été proposé comme président de la Commission, parce que simplement, ce petit engagement politique purement carriériste, comme tous les autres trucs, avait été complètement oublié, comme il y a eu le chancelier Kissinger en Allemagne, comme par exemple beaucoup d'anciens nazis se sont trouvés au Parti social-démocrate et compagnie, et dans plein d'autres endroits. Il suffit de prendre par exemple la Fédération internationale d'automobile. Ils ont eu comme parmi leurs présidents, ils ont eu M. Jean-Marie Balestre, ancien Waffen-SS, et ensuite Max Mosley, le fils du chef fasciste britannique Oswald Mosley. Bon, chez Dior, dans tous les grands groupes, ils ont tous été rapidement recasés. Ceux qui ont évité la période
44-46, on s'en sont très bien sortis. Louis-Ferdinand Céline, quand il est revenu au Danemark, ça s'est relativement bien passé. Il fallait juste éviter une période où la justice de l'époque était une épuration. Voilà. Mais si quelqu'un survivait à ça, avait eu le temps d'aller se cacher en Amérique du Sud ou ailleurs, au bout de 5-10 ans, il revenait tranquillement. Donc évidemment, ceux qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale ont une deuxième carrière. Et c'est le cas d'Hallstein. Est-ce que Hallstein était un militant zélé de la NSDAP? J'en sais rien. Est-ce qu'après 1945, il est resté dans l'ombre, un planificateur d'une grande politique de résurrection de l'ancien régime déchu? J'en suis assez fortement sceptique. La fameuse idée des nazis qui se préparent sur la Lune à revenir. C'est ça. L'idée générale, de manière très simple, c'est que le père Hallstein, il était nazi quand c'était intéressant d'être nazi, et était anti-nazi quand c'était intéressant d'être anti-nazi, comme la plupart des gens, et qu'il n'est pas plus nazi parce qu'il a dirigé et c'est pas parce qu'il a dirigé, nommé, choisi par les autres pays d'Europe d'ailleurs, d'être président de la Commission européenne, que la Commission européenne est nazie. C'est-à-dire, de toute façon, s'il avait été réellement un nazi influent, jamais il n'aurait été proposé comme président de la Commission. Ça se serait arrêté là. C'est comme le procès du chancelier autrichien Kurt Waldheim, etc. Et on disait, ce machin, qu'est-ce que vous avez fait? Le père de Schwarzenegger, il était membre du Parti national-socialiste. Alors Schwarzenegger, candidat républicain pour être gouverneur, a dû s'excuser auprès de son père, de dire que oui, lui-même avait été tenté d'être fasciné par un personnage, puisqu'il avait fait une déclaration dans, je crois que c'était Pump Iron, ou un des films où il fait la gloire de Arnold Schwarzenegger, culturiste, où il avait expliqué de fasciner et rêvé d'être comme Hitler devant les foules en masse, en train de saluer. Dans les années 78-79, avant de faire Conan, il était dans ce trip-là. C'est un ami de Jörg Haider. Il y a une image que Canal+ il y a quelques années avait balancée, où on voyait à l'époque Maria Shriver, la femme de Schwarzenegger à l'époque, et il y avait Jörg Haider. Mais tout ça, évidemment, personne n'en parle. Donc les choses sont beaucoup plus simples que ça. C'est-à-dire que Einstein, il n'était pas spécialement nazi après-guerre, point. Et voilà le grand argument du père Asselineau pour nous expliquer que... il fait passer pour de la conviction profonde qui était du carriérisme. Il prend une petite... Non, mais surtout, il prend un tout petit détail, et il se sert de ce tout petit détail pour en faire une généralité. Mais ça, c'est typique de tous les autres. Tous les idéologues en chambre qui peuvent exister aujourd'hui, c'est ça. C'est je prends un tout petit machin, il y a le tout petit truc là-bas, et alors tout est révélé. C'est la pensée magique. Est-ce qu'il y a le côté aussi subversion autorisée? C'est-à-dire que finalement, on risque pas grand-chose en disant qu'on est contre l'Union européenne. Alors, en société. Absolument. Voilà. Ça, c'est plutôt Marine Le Pen. C'est-à-dire que Asselineau, lui, de toute façon, il est pour l'immigration. Il l'a dit, ça renforce la France, puisqu'il faut plus de Français de toutes les couleurs pour faire face aux Allemands, aux infâmes Allemands et aux Anglais, aux Italiens et aux autres Européens. Il faut renforcer le caractère colonial, finalement, de la France. Mais il est cohérent, mais il devrait être combattu clairement par tous les autres. Mais au moins, on peut lui reconnaître ça. Dupont-Aignan, Villiers et tous les autres, ils se sont laissés à des penchants comme ça. Et pas que. Je veux dire, un mec comme Borloo à droite modérée, est aujourd'hui en croisade pour électrifier l'Afrique. Bayrou, il a dit l'Europe c'est important pour aider l'Afrique. Donc, au lieu de se dire que l'Europe c'est en soi un projet, non, c'est l'Europe doit aider l'Afrique. Incroyable. Donc, et Villiers s'était vanté d'avoir des relations extraordinaires avec le Bénin, avoir aidé, lorsqu'il était président du Conseil général de Vendée, à la coopération avec le Gabon, le Bénin et d'autres pays comme ça. Il fallait absolument nous expliquer à quel point les souverainistes aiment l'Afrique. C'est formidable, ils adorent l'Afrique, bien que les Français soient fait foutre dehors, mais ça c'est pas grave. La valise de le cercueil, mais c'est pas grave, ça reste nos amis. Alors, avec une forme de racisme assez tordu, c'est-à-dire que le vrai respect des Algériens, c'est de reconnaître qu'ils avaient le droit à l'indépendance. Et d'une certaine manière, alors que la France ne s'est pas gênée pour épurer ses collaborationnistes, ou ses collaborateurs, ça a été refusé aux Algériens d'une certaine manière. Là, je vais me faire beaucoup d'ennemis, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais d'une certaine manière, si on se place du point de vue algérien... Mais de ce que je dis, on comprend l'incohérence, c'est-à-dire que d'un coup, on se prétend antiraciste, mais en même temps, on n'accepte pas leur égalité réelle, en fait, puisqu'en fait, on les veut bien comme nos serviteurs, mais on ne les accepte pas comme nos égaux. Le vrai racisme républicain, aujourd'hui, il est là. C'est dans cette condescendance, y compris des antiracistes. Les antiracistes sont, pour une grande partie d'entre eux, complètement hiérarchisants en réalité. Bien sûr, oui, ça c'est un truc... qu'on oublie souvent. Donc voilà, le Brexit était une arnaque, pareil sur le traité constitutionnel de 2005. Alors, ça ne veut pas dire que l'Union européenne ne nous vend pas n'importe quoi, mais c'est intéressant le traité constitutionnel européen de 2005. Là encore, un argument des souverainistes. On nous a volé notre vote. Voilà. Oui, regardez, Sarkozy, il a fait son mini-traité, le traité de Lisbonne. Ils n'ont rien compris du tout. D'abord, jamais on ne fait voter les gens sur un traité technique, juridique, illisible. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce référendum? Parce que le père Giscard
avait envie d'associer son nom, au terme de Constitution européenne. Donc on a appelé ce texte un traité constitutionnel européen qui n'avait strictement rien de constitutionnel, qui n'était que la reprise de tous les traités antérieurs, Nice et autres, sur lesquels d'ailleurs nous n'avions jamais voté, et ce n'était que ça, avec simplement la reconnaissance du drapeau et de l'hymne, et de 3 gadgets. Et donc un référendum proposé par un Chirac qui est en fin usé de carrière politique, ça faisait 10 ans quasiment qu'il était président, donc il était rejeté massivement. Un texte illisible où on pouvait lui faire dire n'importe quoi, que presque aucun Français n'a lu, avec des symboles débiles, style faire signer à Turquie, qui a signé en tant qu'invité ce texte. Quoi se mêlait-elle? Ça a été mélangé avec la directive Bolkestein sur la concurrence intérieure. Alors moi j'ai voté contre le traité quand même, parce que je voulais vraiment une constitution, et que je considérais que c'était scandaleux de faire voter un texte qui n'était pas constitutionnel, et que ça allait salir le mot constitution européenne. D'accord. Mais donc je fais partie du non-européiste. Il y a des gens qui étaient pour l'Europe qui ont voté non. Mais je n'ai jamais été dupe. Autre chose que j'essaie d'argumenter depuis quelques années, et je ne peux pas le prouver, mais je suis pas loin, j'ai regardé les résultats du référendum de 2005 dans les banlieues et dans les dom-toms. Le non a été écrasant. D'accord. Or, le non a gagné avec 56% à peu près, contre le non, 44%. Si on prend en compte... Comment tu analyses ça? D'abord parce que les communistes et les réseaux de gauche ont fait voter non, ont fait voter non aux banlieues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tout à fait possible que si on enlève la voix, si on ne prend en compte que les Français de souche, il est possible que le oui au traité constitutionnel soit majoritaire sur les Français de souche, même s'il a été minoritaire au résultat. Et encore aujourd'hui, tu penses que... Donc ça, pour les gens qui sont contre l'immigration et qui sont pourtant souverainistes, ça devrait leur faire réfléchir. Bon après, la tuile que s'est pris Asselineau à la présidentielle ne prouve-t-elle pas que le Frexit ne marcherait pas, en fait? Ça prouve simplement que les Français ont peur, malgré tout, de ces discours. Ils sont sensibilisés à ces discours. À gauche, la gauche, c'est l'anti-Europe parce qu'elle va détruire les services publics. Et justement, c'est l'universalisme français. À droite, le souverainisme, c'est plutôt une crainte identitaire, malgré tout, mais confuse. C'est-à-dire que quelqu'un qui compte l'immigration, anti-européen ou pas, finalement, ce n'est pas sa préoccupation principale. Le père Asselineau, son gros défaut, d'abord, c'est outre son manque de charisme, mais ça, bon, il n'y peut rien. Et son discours complotiste qui rend peu crédible le résultat de l'ensemble. Simplement, et c'est ce côté monomaniaque de l'article 50, Frexit, article 50. Mais le discours de Philippot n'est pas beaucoup plus intelligent, et à mon avis, il ne réussira pas davantage. C'est-à-dire qu'il y a un souverainisme diffus, mais qui est en fait dans toute la société, y compris à gauche et à droite, la peur de l'Europe, tout simplement, et sans doute une Europe authentique d'ailleurs, mais il y a en même temps il y a une crise identitaire profonde, et cette crise identitaire profonde en France, parfois se teinte de souverainisme. Mais ce ne sont pas des discours cohérents. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'expliquer qu'il y a un discours extrêmement cohérent et que les gens votent de manière cohérente. Les gens ne votent jamais ou très peu de manière cohérente. Voilà, c'est un bel exemple. Sur la question de la sortie de l'Europe, je parle beaucoup à des gens très différents. Et ce qui revient le plus souvent, les gens sont terrifiés à l'idée que notre pouvoir d'achat baisse en sortant de l'Union européenne et de l'euro. Le coût de quitter... Alors déjà, maintenant, d'une fait qu'on est dans l'euro, quitter l'Union européenne ou quitter l'euro, c'est synonyme. C'est-à-dire que quitter l'Union européenne, c'est abandonner l'euro, dans tous les cas de figure. D'accord. Donc, si on abandonne l'euro, on paye le prix lourd. Le prix lourd, c'est quoi? C'est la déstabilisation économique du pays, la spéculation, parce qu'aujourd'hui, les gens disent l'Allemagne nous affaiblit économiquement. Alors ça, c'est un mythe que je voudrais casser, qui paraît essentiel. Chez les souverainistes, on nous explique depuis maintenant quelques années que l'Allemagne est la cause de la ruine économique de la France, que l'euro serait trop cher, et que donc ça déstabiliserait notre économie. Et que l'Allemagne, évidemment, se défend, et que nous, on ne se défend pas face à elle. Donc on rajoute l'affaire Merkel avec ses déclarations sur les migrants, etc. Alors pourquoi c'est grave ce discours-là? Pour 2 raisons. D'abord, la France bénéficie grâce à l'euro du bouclier allemand. C'est-à-dire que sur les marchés internationaux, la France est surcotée. Ah oui. Et c'est pour ça qu'elle a un taux de remboursement de la dette qui est si faible. D'accord. Parce que si on regardait l'état réel de la France, on aurait une dette à l'espagnol. Mais simplement, on a la protection allemande. La confiance que les marchés internationaux ont vers l'Allemagne fait que nous en bénéficions. Donc non seulement l'Allemagne ne nous affaiblit pas, mais en réalité nous protège. Et nous protège contre nos propres conneries. Autre chose, la cause principale de la ruine de la France, pour 80% plus de la ruine de la France, est due simplement à l'immigration extra-européenne. C'est-à-dire que quand on attaque l'euro, quand on attaque l'Union européenne, c'est parce qu'on ne veut pas attaquer la question migratoire. Parce qu'on sait que là, on peut prendre des risques juridiques, que c'est beaucoup plus difficile à défendre, qu'il faut être beaucoup plus courageux,
que de taper sur l'Union européenne, ce que tout le monde fait. Et c'est vrai qu'Asselineau, lui, il est sincère dans son rejet de l'Europe. Dans tout le milieu mais Marine Le Pen et les autres, c'est la peur de passer pour des méchants racistes et fascistes. On va dire,